Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on débute immédiatement notre réunion. Je vous prie de m'excuser pour léger retard. J'avais confondu les horaires de début de la réunion. Je pensais que c'était à 45. On a aujourd'hui plusieurs points, 2 points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, une communication sur les résultats de la Nénar COSAC à laquelle j'ai participé accompagné d'une délégation. Et puis ensuite, une communication de Laurence Christol. Sur la COSAC. Elle a été évidemment très largement dominée par l'actualité de la guerre en Ukraine, avec notamment la présence de la présidente de la Commission sur l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne de la Rada, qui a rappelé évidemment le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui l'Ukraine, mais qui a souligné que l'objectif de la Russie était de mettre à bas l'économie ukrainienne et de provoquer ainsi une crise humanitaire majeure entraînant des vagues de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Elle a rappelé que les infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes ont été très largement détruites. Elle parlait de 40% la semaine passée. Je crois que depuis, les chiffres ont évidemment continué de progresser. Au moment où l'on se parle, il y aurait de nouvelles frappes sur Kiev, visant là aussi des infrastructures énergétique. Le maire de la ville, Vitaly Klitschko, vient d'en faire état à l'instant, entraînant évidemment de graves conséquences pour l'approvisionnement énergétique des Ukrainiens, des pannes d'électricité répétées, ce qui a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne des habitants des grandes villes ukrainiennes, mais pas seulement, et qui aura à court, moyen et long terme des conséquences sur la manière dont les Ukrainiens vont avoir à passer l'hiver. Et j'ai tenu à rappeler lors de cette conférence de la COSAC que la France se tenait évidemment aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens face à ce que l'on peut appeler, ce que l'on peut qualifier de stratégie de terreur menée par la Fédération de Russie qui vise les infrastructures énergétiques, et que le 13 décembre prochain se tiendra à Paris une conférence internationale pour la résilience de l'Ukraine, avec pour objectif clair la fourniture de matériel divers et variés, de groupes électrogènes, de générateurs, de combustibles, au fond tout ce dont l'Ukraine aura besoin pour passer l'hiver, mais aussi avec la volonté, à travers cette conférence, de reconstruire les infrastructures énergétiques essentielles, et donc de tout faire pour ne pas laisser les Ukrainiennes et les Ukrainiens passer l'hiver dans le froid et dans le noir. Et cet enjeu de reconstruction a bien sûr été au cœur des débats, car la Russie devra évidemment payer. Elle devra payer pour les destructions humaines et matérielles. C'est ce qu'a dit un vote très clair de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine passée. C'est ce qu'a aussi dit la présidente de la Commission sur l'intégration de l'Ukraine à l'Union. Elle a indiqué ainsi que le gouvernement ukrainien avait créé un fonds de redressement rapide qui pourrait être notamment financé par les avoirs russes gelés. Ce point a été repris dans la contribution adoptée par la COSAC, qui demande la mise en place d'un mécanisme conforme au droit international pour saisir les actifs gelés à la suite des sanctions et les utiliser pour compenser les dommages causés à l'Ukraine par l'agression russe. Elle a enfin appelé à la création d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs des crimes de guerre en Ukraine. Ce point a également été repris dans la contribution adoptée par la COSAC. Au-delà du débat ukrainien, cette réunion de la COSAC a été rythmée, marquée par des débats aussi sur l'avenir de l'Union au sens large. Le vice-président du Parlement européen qui représente le Parlement auprès de la COSAC, Othmar Karas, qui est un Autrichien du PPE, a fait part de sa déception devant le peu de travail accompli pour mettre en œuvre les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et notamment devant le refus du Conseil de convoquer une conférence de révision des traités, comme le Parlement européen l'y avait engagé. Il a, sur ce point, évidemment, trouvé un soutien assez large. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois qu'il a là soulevé un point essentiel, et en tant que participant, comme Constance Le Grip a pu l'être, de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, on ne peut pas se satisfaire de la suite qui est aujourd'hui donnée aux conclusions qui ont été faites. Et donc, il est évident que le Conseil doit se saisir le plus rapidement possible de ces conclusions, et que toutes les options sur la table doivent être étudiées le plus rapidement possible, de sorte à pouvoir avancer. Il y aura le 2 décembre prochain, je crois, à Bruxelles,
une réunion sur les suites de cette conférence. Cela sera évidemment abordé. Après le vice-président du Parlement européen, c'est Madame Vera Jourova, donc, qui est la vice-présidente de la Commission européenne, qui a lancé un appel, qui là aussi a trouvé un large écho au sein de la COSAC, à une implication des parlements nationaux pour l'organisation de débats en leur sein dans le suivi des résultats de la conférence. Charles Sittelstuhl, qui m'a accompagné, lui aussi sont intervenus dans ce débat, et il pourra peut-être évidemment nous dire ce qu'il a pensé plus globalement de cette COSAC. Marietta Karamanli faisait aussi partie de la délégation, et nos collègues sénateurs. Sur le thème de l'autonomie stratégique européenne, Maroš Šefčovič, qui lui aussi est vice-président de la Commission européenne, a rappelé que l'Union avait réussi à réduire de 15% sa consommation de gaz et de faire passer les importations de gaz russe de 40% à 7,5% grâce au doublement des livraisons de gaz naturel liquéfié américain et norvégien. Un des enjeux de l'autonomie stratégique européenne est désormais du risque de pénurie de puces électroniques. Il a annoncé que la Commission présentera une proposition de législation sur le sujet en février 2023. Václav Bartuška, qui est lui l'ambassadeur sur la sécurité énergétique pour la République tchèque, a de son côté rappelé qu'avant le début de la guerre, il avait 40% d'importations de matériaux énergétiques d'origine russe et que ces importations sont désormais presque à zéro. Enfin, le dernier thème était celui de l'intégration européenne des pays des Balkans. Mirek Topolánek, qui est l'ancien Premier ministre tchèque, a regretté que les anciens États membres donnent la priorité à de nouveaux modes de coopération plutôt qu'à l'adhésion, et a appelé à un changement de paradigme. L'Union doit élargir son espace de liberté, de prospérité et de paix plutôt que de rechercher son approfondissement, selon lui. Différentes mesures ont été évoquées par les différents intervenants. L'ouverture rapide des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, l'accélération de celles ouvertes avec la Serbie et le Monténégro, le soutien à la Bosnie-Herzégovine afin qu'elle puisse accéder au statut de pays candidat et des mesures de libéralisation des visas avec le Kosovo. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous est celui des suites des groupes de travail institués au sein de la COSAC, sous présidence française, sur le rôle des parlements nationaux et de l'état de droit dans l'Union. Vous le savez, mon homologue du Sénat, Jean-François Rapin, a été extrêmement actif sur ce sujet, puisqu'il était lui-même en exercice au moment de la présidence française. Et donc j'ai défendu à ses côtés pour que le paragraphe 20 de la contribution soit plus ambitieux. Nous avons déposé un amendement afin que la COSAC salue non pas la création des groupes de travail, mais leurs conclusions, parmi lesquelles figurent des préconisations intéressantes comme l'octroi aux parlements nationaux d'un droit d'initiative législative indirecte, le fameux carton vert. La Commission, le Conseil et le Parlement européen soient officiellement saisis des propositions des groupes de travail et y répondent, et pas seulement prendre note des travaux et y réfléchir comme cela a été indiqué dans les conclusions de la COSAC. Cet amendement a été mis aux voix. Il a obtenu le soutien de 22 assemblées et l'opposition de 22 autres, ce qui fait qu'en l'état des règlements de la COSAC, où il faut un vote favorable des 3/4 des suffrages exprimés, il n'a pas été adopté. Nous avons essuyé une opposition assez vive du Parlement européen, qui s'est démultipliée pour s'opposer à toute disposition revenant à augmenter le rôle de la COSAC. Sa position a trouvé un écho assez large auprès des pays scandinaves, d'Europe centrale et orientale, qui ne souhaitent pas développer le rôle collectif des parlements nationaux, soit parce qu'ils sont par principe réticents à l'égard de tout approfondissement de la coopération politique européenne, soit parce qu'ils craignent que la COSAC puisse prendre des positions qui engagent leur Parlement. Voilà, chers collègues, un résumé rapide de cette COSAC. Je cède éventuellement la parole à Charles Sittelstuhl s'il veut dire un mot, et ensuite nous irons à la communication de Laurence Christol. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, je vais rapidement compléter. Donc, j'ai eu la chance, chers collègues, pour le compte de la majorité, de participer à cette COSAC, et Marietta Karamanli représentait l'opposition, et donc nous avons accompagné tous les deux notre président à cette première COSAC de la législature pour nous. J'ai été frappé, comme vient de le dire Pierre-Alexandre Anglade, par l'omniprésence du sujet ukrainien, et c'est vrai qu'il est encore plus prégnant
quand on est en Europe centrale, ce qui est le cas de Prague. Et ça nous rappelle parfois effectivement que la France, et singulièrement Paris, nous sommes à l'ouest de l'Europe, et que donc les perceptions sont parfois un petit peu éloignées quand il y a des grands sujets à l'est. Donc c'est vrai que notamment avec la dizaine de pays d'Europe centrale et orientale, on peut voir qu'il y a une sensibilité encore accrue chez nos collègues parlementaires venant de ces États-là, et que c'est effectivement bien la grande question politique pour tous ces États-là, alors qu'on a un peu le sentiment chez nous en France, là, depuis quelques semaines, que ce sujet est en train de passer au second plan de l'actualité. C'est la question politique numéro 1 dans une bonne partie de l'Union européenne. Je retiens ensuite qu'il y a eu une condamnation très ferme des agissements de la Russie. Là aussi, ça fait du bien de le vivre et de le sentir directement avec des collègues parlementaires d'autres États. Et on voit bien qu'il n'y a quasiment pas, ou alors vraiment de façon très marginale, et en tout cas elles ont été très discrètes lors de la COSAC, de voix qui viennent excuser ou chercher des circonstances atténuantes aux agissements du pouvoir russe. Et donc ça devrait faire réfléchir un certain nombre de nos partis et de nos collègues aussi en France. J'ai été très frappé par le discours du premier vice-président du Parlement européen, Othmar Karas, qui a vraiment eu pour moi une communication alarmante. Je l'ai vraiment, c'est l'interprétation moi que j'ai faite du discours du premier vice-président du Parlement européen, et qui, pour le faire simple, a dit que son sentiment était que l'Union européenne n'avançait pas beaucoup, alors que nous sommes dans une période de grande turbulence, où sur les grandes questions, les solutions, pour ceux qui sont favorables à la construction européenne, seront européennes, et que entre les discours, les grands discours de nos responsables politiques, que ce soit les chefs d'État ou les chefs de parti, et la réalité des actes et des décisions prises par l'Union européenne, il y a un gouffre. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment là un cri d'alarme, en plus passé par un collègue parlementaire autrichien PPE, voilà, donc plutôt quand même la frange conservatrice. Et donc c'était là aussi assez marquant. Et c'est un sentiment, moi, que je partage à titre personnel. Et c'est vrai que sur la défense, sur l'énergie, sur la fiscalité, ça fait des années que nous pataugeons, ou alors que nous faisons des pas qui sont vraiment minuscules. Là où, par exemple, sur le sujet de la défense, à la faveur de la crise ukrainienne, il faudrait faire des pas de géant actuellement. Alors, on avance un petit peu. Il y a eu des annonces, d'ailleurs, franco-allemandes les derniers jours que nous n'avions pas au moment de la COSAC, sur l'avion de combat. Mais c'est vrai que je crois que ça a été un peu le sentiment partagé par beaucoup de collègues parlementaires favorables à la construction européenne, de se dire qu'on n'avance pas beaucoup, hein, et qu'il faut que peut-être nous, parlementaires, nous sommes aussi, nous devrions davantage nous saisir de notre rôle pour mettre pression sur nos gouvernements, faire pression sur les États membres, faire pression sur le Conseil. Je terminerai en disant que la France et le président de la République sont toujours très attendus. Alors c'était plus palpable dans les discussions informelles, les discussions de couloir, ou lors des réceptions qui étaient organisées par nos hôtes tchèques. C'est vrai que Emmanuel Macron est quand même reconnu, et toujours reconnu, comme étant le chef d'État qui a bousculé les choses depuis 5 ans sur les questions européennes. Et donc nous sommes, nous, la France, attendus au tournant, et que nous avons aussi un devoir d'exemplarité pour faire avancer cette construction européenne. Tout le monde a bien vu que le nouveau couple franco-allemand entre du président de la République avec le nouveau chancelier a encore besoin de s'ajuster. D'ailleurs, ça continue à se faire jour après jour, mais qu'une fois que ce nouveau couple sera complètement lancé,
il y a une attente très très forte du côté de l'impulsion qui sera donnée par Paris et Berlin. Voilà, en résumé, on a quand même toujours une place très appréciée dans la discussion et dans le concert européen. La France reste aux avant-postes et c'est une fierté, je crois, collective de l'avoir vécu avec mes collègues pendant 2 jours. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous rejoins un petit peu en cours parce que j'étais en commission des lois dont les travaux ont terminé un peu plus tard. Et pour rejoindre un petit peu les propos aussi de mon collègue, d'abord, moi, je voulais aussi vous remercier, le Président, d'avoir permis de nous associer à vos côtés, 2 vice-présidents donc, de la commission. Et également nous donner la possibilité de partager notre appréciation que nous avons de cette réunion COSAC. Moi, très rapidement, il y a des choses qui ont été dites. Je voulais peut-être rappeler juste sur les différents thèmes que nous avons eu à traiter, qui étaient à la fois l'avenir de l'Union européenne, la souveraineté économique de l'Union, les relations avec l'Ukraine, et puis la question des Balkans occidentaux, le partenariat orientale. C'était à la fois, je dirais, divers et finalement très cohérent au regard de l'actualité. Et l'Union européenne, ce qui revient, qui est revenu souvent, c'est si elle veut donner en tout cas une perspective à nos concitoyens, ne peut se contenter d'être justement un marché uniquement. Certes, outil bien sûr efficace de réduction des barrières et des frontières entre les États membres ou États tiers, mais on a rappelé, et tous les différents collègues et différents pays, nombreux étaient ceux qui ont rappelé qu'il faut faire preuve de solidarité en interne, mais aussi avec tous les États voisins partenaires. Et ce qui transparaît progressivement, c'est ce que nous devons plus clairement penser, ce qui relève du partenariat, de la concurrence économique et de la rivalité systémique, je dirais stratégique. Et donc tous ces débats nous y a ramené d'abord l'exemple de l'Ukraine et l'exportation donc de ces céréales, où effectivement le transport de céréales est actuellement se fait par la mer Noire, où Russes et Turcs tentent de prendre le leadership. Et donc la crise énergétique qui renforce aussi ce défi que constitue la question des voies de transport. Et donc pour cela, il faut assurer un acheminement par voie ferroviaire et non par route, en relation avec les capacités et les nécessités de transition énergétique et climatique. Et cela suppose donc des investissements européens qui soient faits avec une triple dimension économique, développement durable et nature stratégique. Sous la COSAC, je crois qu'il y a une double interrogation, quand même, à rappeler, à partager pour terminer. C'est d'une part la question de certaines orientations stratégiques qui échappent un peu au débat. Je pense à l'expression de l'Allemagne qui prône depuis 2-3 mois et très officiellement une Europe à 30 ou 36 et fait le choix d'une défense conventionnelle, pan-européen en s'appuyant sur les armements non européens. Et si cette orientation donc est prise, cela aura en tout cas des effets sur les autres États de l'Union européenne. Donc c'est une question, voilà, qu'il faut effectivement l'aborder. D'autre part, lors des débats, il y a eu aussi le constat peut-être fait que la voix des parlements nationaux s'efface souvent devant celle du Parlement européen. En fait, un Parlement européen présent, qui a certes la légitimité d'une institution élue, mais qui a tendance à refuser l'apport des parlements nationaux, des amendements qui sont faits, qui sont proposés, et qui bloquent donc leur expression, notamment quand ils souhaitent amender donc les textes et les expressions en discussion. Donc, je pense qu'il faut sortir d'un esprit de concurrence, et c'est ça qu'il faut affirmer, pour accepter des relations de coopération. Et je suis certaine que nous aurons l'occasion d'en reparler, y compris avec des députés européens, lorsqu'ils viendront ici. C'est un sujet nous pourrions aborder lors de leur présence dans notre commission sur ce rapport entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Nous ne sommes pas en concurrence. Au contraire, nous souhaitons plus d'Europe et de l'Europe qui parle aux citoyens. Merci beaucoup. La parole est à Constance Le Grip.
Oui, merci Monsieur le Président. Merci de ce compte-rendu très exhaustif de la dernière COSAC et merci à nos collègues Marietta Karamanli et Charles Densoul d'avoir apporté leur éclairage et leur ressenti de cet exercice tout à fait intéressant. Je voulais picorer sur 2-3 points qui figurent dans la contribution écrite. Les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, une réunion qui doit se tenir très bientôt à Bruxelles pour faire le point le vendredi 2 décembre. Comme vous, en tant qu'ancien membre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, je n'ai été informé que tout à fait récemment de la tenue de cette rencontre et je crois que c'est consécutif au cri un peu colérique qu'ont poussé les membres de la COSAC, les représentants des parlements nationaux, qui ont réalisé un peu tard que le système, la Brussels Bubble, n'avait peut-être pas forcément pensé à convier le 2 décembre les représentants des parlements nationaux. Bon, on verra comment le Parlement français peut, dans un laps de temps aussi court, être présent, même si je crois que l'expression des représentants des parlements nationaux n'est pas vraiment à ce stade prévue dans l'agenda de cette journée du 2 décembre. Mais ça pose la question, et donc je rebondis par rapport à ce que disait notre collègue Marietta Karamanli, effectivement, des relations qui s'apparentent quelquefois à celles de chiens de faïence qui se regardent avec beaucoup de suspicion. En tout cas, il y a beaucoup de suspicion d'un côté. De l'autre, il y a plutôt de la bonne volonté, mais elle est souvent très rafraîchie, entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Et le dernier épisode que vous nous avez narré, Monsieur le Président, à savoir le refus de l'amendement que vous portiez, etc., est assez, à cet égard, significatif. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit en capacité de faire preuve collectivement d'ingéniosité et d'opiniâtreté pour arriver à mieux articuler les rôles, les compétences et les bonnes volontés des uns et des autres. À cet égard, le fameux carton vert, la green card, qui a été très difficile à porter au sein de la conférence pour l'avenir de l'Europe, parce que les réticences du Parlement européen étaient extrêmement fortes, doit être vraiment vendu comme quelque chose de très positif et pas du tout une brèche apportée à la capacité qu'aurait le Parlement européen un jour d'avoir lui aussi l'initiative législative. Voilà, enfin, ça fait effectivement, je ne veux pas être dans le fond, c'est plus sur la forme et les modalités de relations institutionnelles entre nos institutions que je voulais insister. Et je termine juste sur l'Ukraine, parce que le point 10 dit clairement la COSAC soutient les appels du Parlement européen à utiliser les institutions européennes existantes pour améliorer les mécanismes d'aide. Je ne sais pas si c'est le point 9. Non, pardon. Non, oui, c'est ça. L'aide concrète à apporter aux populations ukrainiennes. Il y a en ce moment, compte tenu de l'hiver extrêmement rigoureux qui s'annonce en Ukraine et des coupures d'électricité majeures. Hein. Il y a encore des bombardements sur Kiev il y a tout juste quelques heures. Un appel lancé par plusieurs associations ukrainiennes à ce que les mairies volontaires aident concrètement en voyant comment fournir des générateurs électriques des mairies ukrainiennes à mettre en place des systèmes de production d'électricité autonomes. Voilà, je voulais juste relayer. Nous sommes tous en situation de pouvoir parler avec les maires, avec les élus locaux dans nos circonscriptions, relayer cet appel à ce que très concrètement, on puisse envoyer des générateurs électriques à des mairies qui en ont tant besoin en Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup et j'invite tout de suite Laurence Christol, qui est référente Europe sociale, santé, culture, audiovisuelle, éducation, pour une communication sur l'espace européen des données de santé. Je l'invite à me rejoindre à mes côtés. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Espace européen des données de santé. La présentation de cette communication s'inscrit dans le cadre du système des référents thématiques de notre commission. Avec mon collègue Philippe Juvin, notre portefeuille comprend, entre autres, la politique européenne de la santé, qui fait l'objet d'une attention croissante de la part de l'Union européenne depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Pour cette première communication, j'ai choisi de me concentrer sur la proposition de règlement présentée par la Commission européenne le 3 mai 2022, visant à créer un espace européen des données de santé.
Choisir ce sujet en première communication se justifie d'autant plus par le fait que le numérique est un prérequis pour connecter les parcours de soins et avancer vers l'Europe de la santé. La mise en place d'un espace européen des données de santé a pour objectif de permettre aux personnes de prendre le contrôle de leurs données de santé et de soutenir l'utilisation des données de santé pour améliorer la prestation des soins de santé, de recherche, d'innovation et l'élaboration des politiques. Ce projet de règlement s'inscrit dans un cadre plus général d'action au niveau européen qui vise à la fois une meilleure protection des données à caractère personnel des citoyens européens et une meilleure utilisation des données, notamment dans un objectif d'innovation en santé. Dans cette perspective, l'espace européen des données repose sur 2 piliers, l'utilisation primaire des données de santé et l'utilisation secondaire. Tout d'abord, l'utilisation primaire. Elle vise à offrir aux personnes la possibilité d'accéder gratuitement à leurs données personnelles de santé par voie électronique, dossiers de patients, imagerie médicale, résultats de laboratoire, et de les corriger, de les partager avec les praticiens de leur choix et de visualiser les opérateurs qui ont accès à ces données. À ce titre, la proposition de règlement rend la participation obligatoire à l'infrastructure commune centralisée, Ma Santé Union européenne, pour la fourniture et la réception des données de santé dans le cadre du parcours de soins. La France, qui a adhéré en juillet 2021 au réseau européen en lançant le service CESALI, proposé par l'Agence de numérique en santé, devra étendre ce service pour permettre l'échange de ces données dans le cadre de prestations de soins. Des éléments normatifs seraient introduits pour permettre ces échanges dans un espace sûr, sécurisé et améliorer l'interopérabilité des données. Ce pilier se traduirait, en termes de gouvernance, par une obligation pour les États membres de mettre en place une autorité de santé numérique afin d'assurer le respect des droits de l'individu. Deuxièmement, l'utilisation secondaire de ces données de santé. C'est l'accès pour les chercheurs et l'industrie dans une initiative d'innovation et de recherche. Dans un contexte d'absence de valorisation d'un volume important et croissant de données, qui auraient des bénéfices économiques et sociaux importants, la proposition de règlement prévoit également l'utilisation secondaire de ces données afin de permettre aux chercheurs, à l'industrie, d'accéder aux données électroniques relatives à la santé et de promouvoir ainsi l'innovation et la recherche dans le domaine de la santé. Les données devront être anonymisées. Les chercheurs et les industriels devront obtenir une autorisation d'accès à ces données établies dans un environnement sécurisé. Ces données seront mises à disposition via une infrastructure commune, décentralisée, à laquelle les entités devront obligatoirement participer. La Commission propose la création d'un conseil de l'espace des données de santé qu'elle présiderait et qui serait composé de représentants des autorités de santé numérique et d'organismes d'accès aux données de santé. En juillet 2022, un projet pilote de l'espace européen a été lancé et confié à un consortium mené par le Data Hub français. Ce consortium de 16 membres réunit l'Agence européenne des médicaments et des infrastructures nationales de santé publique, de recherche et des associations qui œuvrent dans le domaine de la santé ou encore des plateformes nationales. Le calendrier est ambitieux. Les négociations en cours sur cette proposition de règlement devraient s'achever au plus tôt fin 2023. Le texte prévoyant son application en principe 12 mois après son entrée en vigueur, l'espace européen des données de santé ne serait pas effectif avant 2025 ou même 2026. Ce temps d'application pourrait être plus long compte tenu de sa complexité et des différences de vitesse de déploiement des feuilles de route nationales plus ou moins complètes des États membres. Le règlement implique un équilibre nécessaire entre protection et besoin. Afin de conforter la confiance des patients, qui est sans aucun doute l'un des aspects clés de la réussite de la mise en place de l'espace européen des données de santé, la proposition de règlement pose des exigences élevées en matière de protection. Il est d'abord suffisamment explicite sur les finalités autorisées et celles interdites. En fixant des délais d'autorisation pour l'utilisation secondaire de ces données, le texte va permettre de faciliter l'accès aux données aux chercheurs et industriels, aujourd'hui contraints par des délais de procédure excessifs qui peuvent mettre en échec des projets de recherche.
Toutefois, des incertitudes subsistent en ce qui concerne le traitement des réclamations des usagers, le pouvoir de sanction des organismes responsables de l'accès, l'harmonisation de ces sanctions au niveau européen et enfin le régime d'autorisation préalable pour la réutilisation des données de santé numériques. En outre, certaines propositions d'amélioration de cette protection ont été suggérées par les autorités européennes dans leur avis conjoint de juillet 2022. Celle-ci vise, par exemple, à déterminer le niveau acceptable d'utilisation secondaire des données issues des applications de bien-être, l'interaction cohérente avec le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, l'uniformisation des sanctions au niveau européen ou encore la nécessité de stockage de ces données électroniques personnelles relatives à la santé dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen. Une coordination au niveau européen semble nécessaire pour mettre en œuvre l'interopérabilité des données, qui est un axe majeur de la proposition du règlement. Si la France, grâce à la mise en place de son Data Hub, se trouve dans une position très avancée en Europe en ce qui concerne le traitement secondaire des données, d'autres États en sont à des stades de développement beaucoup moins avancés. Il est également souhaitable que des actions soient lancées au niveau européen pour favoriser le déploiement d'instruments d'analyse et de formation d'un personnel spécialisé, formé, sans lesquels il ne saurait exister d'utilisation efficace de ces données. De plus, les fonds prévus par l'Union européenne pour accompagner la mise en place de l'espace européen des données de santé, qui sont estimés à plus de 1 milliard d'euros, sont loin d'être suffisants. À titre de comparaison, le Ségur du numérique en France, ce sont 2 milliards d'euros investis. Pour les compléter, on pourrait envisager d'utiliser une partie des fonds de la Facilité pour la reconstruction et la résilience et favoriser la participation des acteurs privés, compte tenu des investissements massifs qui sont attendus à l'avenir. Il est indéniable que le monde de la recherche peut être réticent à partager ces données. Les chercheurs sont attachés à la paternité des résultats de leurs travaux. D'autre part, les difficultés des acteurs scientifiques et industriels à évaluer correctement la valeur des données qu'ils échangent constituent un frein indéniable à toute collaboration. Ces aspects ne doivent pas être négligés dans la mise en place de l'espace européen des données de santé. Ils sont à prendre en compte par la proposition de règlement qui prévoit de les approfondir dans le cadre d'un groupe d'experts. En conclusion, les auditions menées m'ont convaincu que cet espace européen est bien une première étape essentielle à la construction de l'Europe de la santé. Mais pour réussir, elle devra dépasser un certain nombre d'obstacles, dont les freins culturels et financiers, et devra susciter la confiance des citoyens et des professionnels dans la protection des données. Ce sont des conditions pour emporter l'ensemble des parties prenantes dans une transformation de ces pratiques importantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Stéphane Buchou pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la députée, au nom des députés Renaissance, je vous remercie pour la qualité du travail effectué. En janvier dernier, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, par la voix d'Olivier Véran, le gouvernement a présenté aux députés européens un agenda santé ambitieux, avec des propositions fortes sur le renforcement de la coopération des 27. Dans la lutte contre le cancer, le partage des vaccins, le renforcement de l'union de la santé. Et surtout, et vous en avez parlé, sur le numérique en santé, en affichant la volonté d'en accélérer les usages tout en garantissant la confiance. Ainsi, lors de la PFUE, la France a souhaité l'accélération de la mise en œuvre du programme EU for Health, qui vise à financer les axes stratégiques de cette ambition, dont fait partie la mise en œuvre de l'espace européen de données de santé, pierre angulaire dans la construction d'une Union européenne de la santé forte. Cet espace de données ouvre la voie à une vague d'innovation au profit de la recherche et des patients, en leur donnant le pouvoir de contrôler leurs données afin de bénéficier de la meilleure prise en charge possible. Dans leur pays d'origine, évidemment, comme dans les autres États membres. Aussi, ce dispositif ne va pas sans rappeler le dossier médical partagé Mon Espace Santé déployé en France depuis le 1er janvier 2022 et qui a des finalités proches, partage des comptes rendus, des prescriptions, des contre-indications, etc. Dans un souci de lisibilité et de clarté pour nos concitoyens, les auditions que vous avez menées vous ont-elles permis d'avoir des éclaircissements sur l'articulation entre ces deux dispositifs ?
Se pose également la question du déploiement d'un format européen pour l'émission des documents et le défi de l'interopérabilité des systèmes d'information. Par ailleurs, si l'on comprend bien, l'objectif est d'avoir un système opérationnel pour 2025. Est-ce que tous les États membres seront en mesure de tenir ce calendrier? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Annick Cousin pour le Rassemblement national pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame Christol, chers collègues, le 3 mai 2022, la Commission européenne a publié le projet de règlement qui vise à encadrer l'utilisation des données de santé au sein de l'Union. L'ambition affichée de la Commission est ici de renforcer le pouvoir du citoyen sur ces données de santé en Europe afin de bénéficier de meilleurs soins et d'un cadre juridique pour l'utilisation de ces données et des activités de recherche et d'innovation. C'est en réalité notre souveraineté qui est une fois de plus menacée. En effet, via une énième suprastructure européenne, les citoyens européens seront de nouveau dépossédés de leurs données qui vont être centralisées, exploitées pour créer un marché de la donnée à l'échelle européenne. Ces données sont par leur nature extrêmement sensibles et il semble périlleux de les regrouper, de les porter au pot d'une structure supranationale. Le traitement des données de santé en France est déjà perçu avec beaucoup de méfiance par de nombreux citoyens français et rien n'indique que de les confier à une instance européenne apportera un bénéfice quelconque. Au contraire, nous pensons que plus les données sont centralisées et centrées, plus elles sont vulnérables. Vous comprendrez donc qu'en filigrane, nous ayons 2 craintes, celle de la perte de la souveraineté de la collecte et de l'exploitation des données de santé, que nous allons confier à un organe européen dont l'objectif est d'abord lucratif puisqu'il s'agit de générer des conditions d'un nouveau marché. Je rappelle d'ailleurs que la santé est une compétence exclusive et une politique dédiée aux États membres. Je me pose également la question en cas de cyberattaque notamment. Et enfin, une crainte sur le fossé démocratique qui se creuse entre les citoyens et les décisions européennes, qui sont trop souvent imposées de manière verticale et qui, dans le cas de la santé, installent plus de défiance que de confiance. Aussi, je poserai une question. Quelles sont les garanties que la Commission européenne peut avancer afin de protéger la souveraineté de la France, de ses citoyens et plus généralement des États membres en matière de données de santé? Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la députée, au nom du groupe démocrate, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre travail pour cette commission. Alors que les citoyens européens se déplacent de plus en plus à travers l'Union et que les besoins en soins transfrontaliers augmentent, la mise en place de cet espace européen de données de santé semble une bonne initiative que nous saluons puisqu'elle simplifiera le traitement de nombreux Européens tout en générant d'importantes réductions de coûts. Le commissaire européen Margaritis Schinas, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais j'ai essayé, disait les données de santé sont le sang qui coule dans les veines de nos systèmes de santé. Cela souligne bien la nécessité de réglementer l'usage de ces données, qui sont des futures ressources incontournables pour la recherche, l'innovation ou encore l'élaboration de politiques plus efficaces. Chaque chercheur, entreprise, institution devra demander l'accès à l'immense catalogue d'informations créé par l'espace européen de données de santé à une institution dédiée dans chaque État membre. Pourriez-vous nous dire quelle sera donc cette institution dans le cas de la France et quelles garanties de sécurité pourra-t-elle présenter aux patients européens? D'autre part, la Commission européenne prévoit le lancement de l'espace européen de données de santé pour 2025. C'est une perspective ambitieuse en considération de 2 principaux obstacles. Le premier, un obstacle technologique, tant les systèmes d'information sont différents d'un pays à l'autre. Le deuxième, concernant l'ordre humain, puisque est-ce que les usagers seront prêts à partager leurs informations de santé, certes anonymisées, mais ils le feront que dans un climat a priori de confiance dans la régulation. Donc ma question est la suivante. Comment les autorités européennes comptent-elles rassurer nos concitoyens pour qu'un tel système technologique ne place pas leurs données dans de mauvaises mains? Et dans le cas où cela devrait arriver en dépit de ces mesures préventives, l'utilisation abusive des données, par exemple par des assureurs, des employeurs ou des entreprises non médicales, seront-elles punies par des sanctions appropriées qui seraient prévues dans ce règlement? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président.
Non. Ah, c'est le Pardon. Merci, Monsieur le Président. Et je voulais aussi, je souhaite remercier les collègues qui ont porté cette communication sur un sujet important dont on a eu l'occasion précédemment de l'évoquer à travers l'identité numérique ou aussi sur les données. Alors, moi, ici, je pourrais effectivement constater que nous partageons un certain nombre d'éléments, à la fois sur la tendance de fond qui porte sur l'utilisation du numérique, justement présente dans toutes les activités humaines aujourd'hui, qui nous amène d'une part à rendre accessibles et capitalisables les données relatives aux activités, mais aussi à modifier les activités par l'utilisation même des données. Et donc, dans une économie globalisée, donc les données intéressent tous les États et toutes les entreprises qui peuvent en faire leur matière première. Donc, il y a donc un enjeu à la fois économique qui suppose aussi de le penser et de l'anticiper. Il y a aussi une opportunité pour notre pays et pour l'Union européenne, parce que effectivement, la constitution de grandes bases de données, c'est un effort porté sur la définition de formation mixant les profils de santé et numérique. Et il y a vraiment de quoi aussi développer l'innovation et également, ça demande par ailleurs de le faire dans un contexte à la fois politique et juridique sécurisant. Et c'est là aussi notre principale aussi question. Et je voulais juste peut-être rappeler au nom du groupe aussi que l'Union européenne, d'une part, doit être la garante un petit peu d'une utilisation raisonnée et sécurisante des données de santé. Ça, c'est des principes importants. Et également, quand nous parlons des Français, les Français s'interrogent sur des questions très simples. Comment accéder aux soins? Quel environnement est de nature à préserver justement leur santé? Quelles sont les maladies chroniques ou pathologies graves qui nous menacent? Et donc, les sujets d'interrogation liés aux données sont alors aussi logiques d'une prégnance progressive des outils numériques justement et des données de santé, mais aussi des inquiétudes sur la maîtrise de données, de ce qui en est en effet. Donc il est nécessaire de sécuriser donc des droits et apporter de la confiance. Et je citerai particulièrement pour terminer la question de la transparence, la question de la proportionnalité, la question de la collégialité, du contradictoire également, mais aussi avoir le souci de mieux associer les citoyens dans ces différentes étapes. C'est plutôt un partage de positions, mais je dirais avec les mêmes questions qui sont soulevées à la fois dans votre communication, mais aussi à travers les communications de nos collègues. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres demandes de prise de parole, je vous redonne la parole pour répondre à ces questions. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés, de la pertinence de vos questions et qui montrent bien l'importance du dossier que nous avons abordé ce jour. Je vais essayer de répondre progressivement à ces questions. Tout d'abord sur la première question, Monsieur le député, sur l'articulation entre l'espace européen des données de santé et mon espace déjà santé, donc déployé en France. Cette question me permet de rappeler que lors des auditions, la France a été citée comme exemple, comme pays précurseur sur les données de santé, notamment en raison de la mise en place de cet espace santé. Sur l'utilisation primaire des données, le projet de règlement prévoit un renforcement de l'interopérabilité avec les standards définis et des droits renforcés pour les individus dans l'accès aux données. Mais le point principal porte effectivement sur la mise en place de l'échange de ces données de santé entre les États, la France étant déjà membre du réseau depuis juillet 2021. Les exemples sont très simples. Hein. Vous êtes belge, vous venez passer vos vacances dans mon département, dans l'Hérault, vous tombez malade et le nouveau système permettra au médecin qui vous accueillera de pouvoir consulter vos antécédents, les allergies, les prescriptions et tous les traitements qui sont suivis. Et l'inverse est également vrai, donc ça permettra une des avancées et un gain en termes de prise en charge médicale indéniable pour tous les résidents des pays européens. Pour le calendrier et le niveau de préparation des États membres, c'est effectivement un point important. La proposition de règlement était censée être adoptée fin 2023, début 2024, pour une entrée en vigueur moins d'1 an après son adoption. Or, je rejoins votre analyse. Il a été souligné pendant les auditions qu'une difficulté devant nous est que chacun puisse appliquer le règlement au même rythme. Par exemple, la prescription électronique existe dans 2/3 des États membres, mais 11 pays seulement utilisent toujours un support papier pour les prescriptions. Un prérequis est donc l'appropriation du projet par les citoyens européens, par les professionnels de santé et l'ensemble des parties prenantes.
Mais il est prévu que tous les États membres rejoignent le système d'ici 2025. Et un comité de l'espace européen, avec des groupes de travail présidés par les États membres, devra travailler en réunissant les parties prenantes à l'application des règles dans l'ensemble de l'Union. Et surtout, il faudra que les moyens financiers soient à la hauteur, bien au-delà des 800 millions d'euros prévus par la Commission. Plusieurs d'entre vous ont insisté sur la protection des données, et je les rejoins totalement. Il faut absolument pouvoir résoudre la tension entre l'exigence de protection des données, qui est la condition sine qua non de la confiance des citoyens et des professionnels, et le besoin de fluidité pour la réutilisation des données pour la recherche et l'innovation. Certains ont pu faire valoir que des projets se retrouvaient bloqués par des essais de contrôle. Dans tous les cas, l'espace européen des données de santé s'inscrit bien dans le prolongement de la réglementation de la RGPD. Les finalités autorisées et interdites pour l'utilisation de ces données sont explicitement définies dans le projet de règlement sur la base d'une autorité délivrée par un organisme responsable de l'accès aux données. Alors je comprends les réticences et parfois même j'ai pu aussi les partager dans un premier temps. Mais il faut bien voir que beaucoup dans le règlement a été écrit pour la protection des données. Et puis, il faut voir aussi un peu plus loin. Dans certaines maladies rares qui ne concernent qu'une dizaine de patients par pays, beaucoup d'études sont bloquées par justement le fait que ce sont des maladies orphelines et qu'elles n'ont pas de traitement ou d'études qui les concernent par rapport à la faiblesse du nombre de patients qui sont atteints. Grâce à l'utilisation secondaire des données de santé, on pourra travailler de façon beaucoup plus incisive pour trouver des finalités, des traitements et des prises en charge de ces maladies rares et orphelines. Deuxièmement, il faut bien savoir qu'effectivement, déjà aujourd'hui, il y a un partage de données. Et ce partage de données n'est pas réglementé entre des pays européens et de l'espace extra-européen. Donc je pense que c'est une avancée indéniable dans la protection des données qui est proposée dans ce règlement. Ensuite, dans le stockage des données, ce sujet de stockage lié à la souveraineté a finalement été évoqué fortement lors des auditions. L'avis du Comité européen de protection, partagé par la CNIL, est effectivement qu'il faut héberger les données au sein de l'Union européenne. Mais les auditions ont aussi montré la limite et la complexité du sujet. Sans pouvoir entrer dans le fond de cette complexité, il y a d'autres enjeux autour des transferts des données et de la volonté de clouders français et européens d'être présents sur ce marché. La vigilance, effectivement, est importante. Ensuite, les sanctions, car sanctions doivent être pour limiter les dérives. Les sanctions restent effectivement un point assez faible du texte. L'article 69 du règlement précise seulement que les États membres seront libres de déterminer le régime de sanctions applicables aux violations du règlement. Plusieurs intervenants ont insisté sur le besoin de densifier le projet de règlement sur ce point. Et il est notamment important d'y définir des sanctions harmonisées au niveau européen, notamment pour ne pas créer de distorsion de marché. Et enfin, pour la gouvernance, le projet de règlement prévoit la création d'un comité présidé par la Commission européenne, accompagné de groupes de travail qui devraient être présidés par les États membres. Le comité pourra publier des contributions écrites et fournir des bonnes pratiques sur les usages primaires et secondaires des données de santé. Au niveau national, le projet de règlement prévoit également un traitement des réclamations des usagers qui reste cependant à éclaircir. Il y a une confusion sur l'autorité en charge de l'instruction de ces réclamations, et également sur le pouvoir de sanction des organismes responsables de l'accès aux données de santé. Donc en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, ce règlement est indispensable et va nous permettre d'avancer de façon indéniable dans la sécurisation de nos données de santé, de la sécurisation également de la prise en charge de notre santé au sein de l'Union européenne. Et tous les prochains mois vont nous permettre d'éclaircir au sein de ce règlement les points que vous avez soulignés ce jour. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois une autre demande de prise de parole de Marietta Caramanli. Je voulais revenir, et justement, merci de l'ensemble de ces éléments que vous avez soulevés dans votre réponse. Un point quand même qui semble poser question dans l'avenir, et c'est finalement ce que, en termes de compétences,
puisque les compétences relèvent des États membres et où l'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui et de coordination. Est-ce que là, il n'y risque pas justement est-ce que ce règlement pourrait, par sa portée et son ampleur, ne pas respecter de principe de subsidiarité et de proportionnalité? Est-ce que les personnes auditionnées vous ont alerté sur cet aspect qu'il faut peut-être regarder, en tout cas, même s'ils ne l'ont pas fait, nous devons, nous, de notre côté, l'examiner de près. Merci. Est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole? Non? Je vous laisse répondre. Madame, je vous remercie de cette question. Effectivement, nous avons auditionné un certain nombre de parties prenantes sur ce règlement et ce n'a pas été un point qui a été au plus explicité et c'est effectivement quelque chose qu'il faudra regarder de près. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de lever la séance, il nous reste à nommer des rapporteurs d'information sur la révision des règles budgétaires du pacte de stabilité et de croissance et le bilan des accords de libre-échange. Sur le premier rapport, je suis saisi des candidatures d'Alexandre Holroyd et Marietta Karamanli, et sur le second, de celles de Lisiane Métayer et Thomas Ménager. Sans opposition de votre part, je vous propose donc de prendre acte de ces nominations. Notre prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 30 à 13h45, pour une table ronde sur la communauté politique européenne et l'avenir de l'Union européenne, avec la participation d'un plateau avec des invités exceptionnels de premier plan: Pierre Vimont, ambassadeur de France, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, et Yves Bartoncini, président du Mouvement européen France et vice-président du Mouvement européen international. Voilà, à la semaine prochaine.